Hallo, ich begrüße Sie alle zu Bonjour, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue depuis la Pariser Platz pour cette discussion en ligne qui a lieu ici à Berlin à la Pariser Platz. Nous avons 250 participants qui se sont inscrits pour cette discussion. Je suis ravie de rencontrer un tel intérêt. Nous allons réaliser cet échange en ligne et chaque personne va parler sa propre langue, à savoir le français, l'allemand ou le français. Et vous pouvez nous suivre dans l'une de ces trois langues en cliquant en bas sur la fonction interprétariat. Vous pouvez donc choisir votre langue de prédilection. Tool. Und dadurch, dass ich jetzt gerade eben Englisch gesprochen habe und Et sofort comme je viens de parler en anglais, et j'ai tout de suite entendu la traduction de ce que je disais en allemand, il est important que vous respectiez la langue dans laquelle vous parlez. Si vous avez commencé à parler dans une langue, continuez à parler dans cette langue. Donc voilà, pour les aspects techniques de ce débat, je souhaite également évoquer le fait que vous avez la possibilité de participer en tant que public en utilisant l'outil questions-réponses. Et donc, vous aurez ainsi la possibilité de nous envoyer des questions dans l'une de ces trois langues. Après les premières déclarations de nos trois journalistes, je vous présenterai donc cet outil pour que vous puissiez participer à notre discussion. Nous souhaitons aujourd'hui parler de la question des relations franco-allemandes. Quels sont les défis qui se présentent au niveau de l'Union européenne? Nous avons eu la possibilité de discuter en profondeur de ces sujets pendant une journée et demie dans le cadre du dialogue Pariser Platz, à laquelle 70 décideurs et décideuses et expertes ont participé. Ils ont abordé un large éventail de thèmes et ont essayé d'identifier ensemble les défis, les points communs et également les lignes de dissension entre la France et l'Allemagne. Traditionnellement, la France et l'Allemagne constituent le moteur de l'intégration européenne, mais on a l'impression à l'heure actuelle, depuis qu'un processus de réflexion a eu lieu en Allemagne, un processus de réflexion déclenché par la guerre de l'Ukraine et qui a été intitulé la Zeitenwende, le changement d'époque. Donc, depuis que ce changement d'époque a eu lieu, on a l'impression que les relations franco-allemandes, que le moteur franco-allemand, eh bien, trébuche à certains moments. Et dans le cadre de ce processus, avec la situation en octobre, lorsque le Conseil des ministres franco-allemand a été repoussé, on a vu qu'il y avait effectivement certains chaos. Le chancelier Olaf Scholz a rencontré le président Macron fin octobre et au cours des dernières semaines, différentes rencontres, réunions ministérielles bilatérales ont eu lieu. Donc, on a sans doute dépassé cette grande difficulté, mais au cours de la journée et demie que nous avons pensé ensemble, hier et aujourd'hui, au cours de ces échanges intensifs, nous avons justement passé en revue l'éventail de ces sujets très divers et nous souhaitons donc vous présenter ici les résultats de ces discussions. Ces discussions ont eu lieu sous la règle de la Chatham House et nous avons donc ici avec nous des experts et des journalistes de renom. Je suis ravie que Merin Khan, Léo Klim et Hélène Cole soient là aujourd'hui avec nous. Et je vais tout d'abord passer la parole à Merin Khan. Merin, en tant que correspondante du Times, qui a vécu pendant longtemps à Bruxelles et qui a suivi les débats à l'échelle de l'Europe, tu as la position d'observatrice quand il s'agit du dialogue franco-allemand. Et j'aimerais que tu nous dises, en tout cas, nous souhaitons tous savoir quel est ton point de vue par rapport aux défis auxquels l'Union européenne est confrontée aujourd'hui. Et crois-tu que cette idée que le moteur franco-allemand ne fonctionne pas
Est-ce que cela est toujours d'actualité ou est-ce qu'il s'agit là d'un modèle obsolète? Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette discussion. Je ne suis ni allemande ni française et j'espère que cela ne sera pas un argument qui sera utilisé contre moi. J'aimerais aujourd'hui présenter notre perspective sur la relation franco-allemande. Donc, j'ai vécu pendant longtemps à Bruxelles et je peux donc apporter un regard extérieur sur ces débats. Les dialogues Pariser Platz sont très importants comme lieu d'information pour également mener des discussions importantes. Nous avons vu qu'il y a eu euh, des moments d'apogée, mais également des moments très difficiles en termes des relations franco-allemandes. Et il me semble qu'en 2017, nous avions déjà évoqué la question des relations franco-allemandes et depuis, le rôle joué par Emmanuel Macron a été très important puisqu'il a fortement influencé les relations entre ces deux pays. Ce qui est intéressant ici, c'est de constater que l'on a une combinaison de voir qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières années. Cela est peut-être ironique, mais on se rend compte que quand l'Union européenne se trouve dans une bonne phase, il est parfois difficile de mettre des choses en œuvre. Mais si l'on regarde le traité de Meseberg, qui a été conclu par Angela Merkel et Emmanuel Macron, on se rend compte que pendant longtemps, l'Allemagne n'a rien fait. Ensuite, la pandémie est survenue. S'est produit alors un point très important, donc le fonds de relance qui a été mis en place. Donc on se rend compte que nombre de mesures ont été prises ces derniers temps et on a l'impression que ce n'est que sous pression que la France et l'Allemagne produisent effectivement des résultats. Et quand on ne se trouve pas dans une phase difficile, se rend compte que rien n'est mis en œuvre, mais en temps de crise, beaucoup de choses sont réalisées. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire par rapport au moteur franco-allemand. En tant que journaliste, je peux bien évidemment vous raconter de nombreuses anecdotes sur ce moteur franco-allemand. Mais au final, ce que l'on constate, c'est qu'au cours de la pandémie, il est apparu de manière très manifeste que différents représentants des gouvernements allemands et français ont pu se rencontrer et mettre en œuvre des projets communs. Et oui, peut-être qu'ils se sont un peu moqués les uns des autres ou ont critiqué la manière dont le pays voisin avait géré la pandémie. Et je ne vais bien sûr pas ici critiquer mes partenaires français et allemands, mais quand on parle avec les représentants officiels des deux côtés, on se rend compte qu'ils ne disent pas forcément leur avis de manière très claire. Donc, ils se critiquent peut-être mutuellement, mais effectivement, quand ils sont off record, quand on ne les enregistre pas, ils adoptent parfois un autre ton. Les Allemands disent que les Français ont parfois une tendance à faire leurs propres projets, tandis que les Français ont l'impression que les Allemands ne réagissent pas assez rapidement. Si l'on regarde les relations franco-allemandes, si l'on regarde ce qui s'est passé à l'époque du duo Merkel et Macron, on s'est rendu compte que cela a été assez facile. Au final, d'un côté, on avait une chancelière très puissante et un président fort également en France, un président qui avait beaucoup de pouvoir au sein de son système politique. En Allemagne, on a vu le changement de coalition, de telle sorte que la situation a profondément changé. Et du côté allemand, on se rend compte qu'il y a un manque de prévisibilité, en tout cas du point de vue des Français. Ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est également de voir quelles sont les dynamiques internes de la coalition allemande. On voit que différents partis travaillent ensemble, donc la coalition Feu tricolore, avec des intérêts divers des électeurs, avec d'un côté Christian Lindner du FDP qui présente ses solutions libérales, qui est un ministre des Finances très libéral. Et ensuite, nous avons la chancellerie et le chancelier. Je crois qu'à l'heure actuelle, nous essayons tous de savoir ce qu'Olaf Scholz veut véritablement et la voie qu'il souhaite emprunter.
C'est pourquoi il est intéressant de voir que nous avons un nouveau ministère des Finances, ce qui entraîne une nouvelle dynamique et le nouveau chancelier entraîne également, bien évidemment, une nouvelle dynamique. Il y a, je crois, 3 à 5 points qui déterminent la direction des débats et la question qu'on se pose en permanence, c'est qu'est-ce qui se passe avec les relations franco-allemandes? Et le point le plus important pour nous, journalistes, c'est justement la réponse européenne à la loi passée aux États-Unis pour réduire l'inflation. Donc, on voit que cette réponse sera influencée en Europe par la France et l'Allemagne, puisque la France et l'Allemagne sont fortement influencées par cette loi américaine, de telle sorte quand il faut réfléchir en dehors du couple franco-allemand de ce qui va se passer. Il y a bien évidemment des problèmes en termes d'imposition, de taxation, avec les allègements fiscaux. Et il est possible que la perte de vitesse de ce moteur pose problème dans les pays de plus petite taille. Et il me semble qu'au final, la question qui se pose également, c'est la question de la subvention. Est-ce qu'il y aura, par exemple, en Allemagne, une concurrence autour de la question des subventions, également la question de la répartition des subventions qui va être bien plus complexe à l'avenir. Et je pense qu'il s'agit là d'un point très important. Dans le même temps, la politique industrielle et la politique économique jouent un rôle très important. La France et l'Allemagne souhaitent une politique industrielle active, une politique économique active, mais s'il ne s'agit que de choisir le parti des gagnants, des vainqueurs, et c'est ce qui se passe. Cela ne concerne pas uniquement l'Union européenne. Et si on ne choisit que la France ou l'Allemagne, on voit qu'on va perdre au final, puisque qu'en est-il des pays du nord de l'Europe ou des pays du sud de l'Europe? À partir de là se pose la question de la répartition. Et la question de la réforme du pacte de croissance et de stabilité est également un point qui est à l'ordre du jour. L'Allemagne a une position très claire par rapport à cela. Soulignons que ces tentatives ne vont pas forcément dans son sens, ou en tout cas que l'Allemagne souhaite poser des conditions. Et la question qui se pose là, c'est comment est-ce que nous pouvons changer les traités en vigueur? Et l'Allemagne doit là aussi trouver sa propre position et il faudra trouver également des compromis à cet égard. Dans le même temps, la question qui se pose, c'est combien d'alliés l'Allemagne peut trouver parmi les pays du nord de l'Europe ou également au Luxembourg et à quoi pourrait ressembler ce nouveau pacte de croissance et de stabilité? Par rapport à la question du marché énergétique en Union européenne, la question s'est posée dès avant le début de la guerre en Ukraine. On voit que le système a été fortement perturbé. Comment est-ce que la tarification est réalisée? On le voit par rapport au prix de l'énergie et on se rend compte qu'il faut à l'heure actuelle mettre en œuvre des ajustements en termes de fixation des prix de l'énergie et l'Allemagne a là des positions très claires. Je n'ai pas encore évoqué la question de la politique de sécurité, mais il me semble que lorsque les relations franco-allemandes ne fonctionnent pas bien et on se rend compte que l'Allemagne ne veut pas s'opposer directement à la France, mais si d'autres pays ne s'opposent pas non plus à la France, la question se pose de savoir où est-ce que cela va mener le débat. Par le passé, l'Allemagne a déjà tenté de s'opposer à la France, mais malgré tout, quand l'Allemagne s'est opposée aux idées françaises, on se demande avec qui, au final, l'Allemagne pourra faire ce travail, ces tâches que personne ne souhaite réaliser. Donc, l'Allemagne devra assumer des responsabilités supplémentaires. Donc, voilà
le premier point que je souhaitais souligner. Donc, merci, cela a été très intéressant. D'un côté, vous dites que l'on a besoin de ce moteur, mais que dans le même temps, l'Allemagne est en train d'apprendre à dire très clairement ce qu'elle souhaite. Elle apprend à articuler ses souhaits et je pense qu'on y reviendra au cours de la discussion. Voilà, maintenant, j'ai donc changé de langue. Je reviens à l'allemand maintenant, mais c'est aussi une expérience que nous faisons en Europe. D'ailleurs, lorsqu'on écoute une intervention dans la langue originale, on veut aussi répondre dans cette langue. Mais je vais reparler allemand maintenant et cela m'a donné la possibilité de donner la parole à Hélène. Donc, bonjour Hélène. Donc, Hélène, tu as un rôle tout à fait particulier. Tu es une journaliste franco-allemande et tu observes les deux débats. Et voilà, je serais intéressée par ta perception par rapport à ce débat. Donc, le gouvernement français semble semble avoir raison car Macron a un agenda depuis 2017. Nous venons d'en parler et une partie importante de cet agenda est que nous voulons avoir une Europe qui protège, donc la sécurité finit dans un sens large. Donc, d'une part, cela concerne donc le cadre militaire, mais aussi par rapport à la politique industrielle, l'autonomie stratégique, quelque chose qui a été placé sur l'agenda par le président Macron déjà très tôt. Et maintenant, nous entendons aussi de la part de Berlin des propos similaires. Est-ce qu'ils semblent être confirmés de cette manière? Hélène, il faut allumer le microphone. Je vous redis bonjour à tous, bonjour à toutes, ici ou là, vous écoutez. Deux choses. Effectivement, je crois que c'est vraiment quelque chose d'intéressant, c'est de regarder les mots qui sont utilisés et la façon dont on parle ici ou là. On a tout d'un coup, et au cours de ces dernières heures ici à Berlin, où on a discuté de façon très ouverte, c'est une question qui a été soulevée à plusieurs reprises. Tout d'un coup, on a côté allemand l'utilisation de mots qui, jusqu'à présent, étaient des mots et des concepts qui étaient plutôt utilisés côté français. Ce n'est pas tout à fait nouveau. Déjà, lors de la campagne électorale l'année dernière, et a fortiori dans le contrat de coalition qui a été passé entre le SPD de Olaf Scholz, les Verts et les libéraux du FDP, on a l'utilisation du mot, du concept de souveraineté européenne. Et il y a vraiment, on a pu dire, peut-être en raccourcissant, mais c'est un petit peu peut-être nos défauts de journalistes, que ce contrat de coalition était une forme de réponse allemande au discours de la Sorbonne de Macron en 2017. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met derrière ce concept de souveraineté européenne que l'on reprend? Ce mot a été utilisé de façon totalement officielle dans l'enceinte même du Bundestag à plusieurs reprises par le chancelier allemand. Donc, le chancelier allemand, devant la représentation suprême du peuple allemand, qu'est le Bundestag, le Parlement, utilise ce concept. On a aussi, depuis quelques semaines, l'irruption dans le débat public allemand du mot de politique industrielle. C'est là encore pas quelque chose de nouveau, mais d'un coup d'un seul, ça explose. Les portes des huis clos, des cabinets ministériels, des discussions entre experts, ça devient quelque chose qu'on expose au niveau de l'opinion publique. Donc oui, effectivement, et même dans un second temps, peut-être la question aussi du leadership. C'est un mot que les Allemands s'approprient. Je suis pas encore tout à fait sûre de savoir ce qu'ils mettent réellement derrière ce terme. Mais on voit que ces mots-là sont tout d'un coup dans le débat. Et donc, oui, pour répondre à ta question, Johannes, il y a peut-être une possibilité à Paris de se sentir renforcé dans, on avait raison peut-être un petit peu avant, et maintenant, on peut faire fonctionner ça. Ce que je retiens, cela dit, de ce moment ici qu'on vient de passer à Berlin, ensemble, c'est que, oui, il y a un alignement de planètes en quelque sorte. Les Allemands reprennent les mêmes termes que les Français, mais je ne suis pas encore tout à fait certaine qu'on mette exactement les mêmes choses derrière. Est-ce qu'on pense à la même chose? Et c'est peut-être ça qui a causé la crise, l'orage, les difficultés qu'on a pu connaître ces dernières semaines. On en a vu d'autres dans la relation franco-allemande. En tant qu'observatrice, je ne suis pas particulièrement inquiète. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a ressenti ici, un affichage, un activisme franco-allemand. On a très envie de montrer qu'on fait plein de choses ensemble, qu'on finalement on se rejoint sur plein de domaines, qu'on a finalement envie d'aller globalement dans la même direction. Mais quand nous, journalistes, on arrive avec nos questions en disant, bon, alors très concrètement, ça veut dire quoi? Et qu'est-ce que vous faites? Et si vous êtes tous d'accord et si vous êtes tous sur la même ligne, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable aujourd'hui de nous faire
de nous donner quelques exemples très concrets de choses que vous comptez faire, à quelle échéance et comment. Je dois dire que c'est un petit peu l'impression que j'ai en sortant de ces journées, ces heures de discussion très ouvertes. OK, on est entre amis, on discute, on se dit des choses, on a quelques points de désaccord, il faudra les lever. Mais alors, si on n'a pas de problème, pourquoi est-ce qu'il n'y a rien de très concret et ça, c'est la question qu'il faudra résoudre très, très vite parce qu'en fait, on n'a plus le temps de discuter autour des termes, etc. Il faut, je pense, pour l'opinion publique, pour les autres partenaires européens et aussi vis-à-vis de la Russie, c'est aussi un message envoyé à la Russie, il faut des choses très concrètes. Il faut pas se dire que le couple franco-allemand, c'est quelque chose de symbolique, quelque chose qui est là, un grand cadre. Je pense qu'il faut clairement montrer qu'il y a une possibilité d'action très concrète. Et pour l'instant, moi, ça me manque encore. Wunderbar. Très bien. C'est très intéressant aussi le fait que tu dis qu'il y a maintenant une sorte d'activisme, une panoplie d'entretien entre la France et l'Allemagne, aussi une certaine convergence par rapport au sujet. Mais qu'est-ce qui se trouve derrière ce concept de la politique industrielle, de l'autonomie? Quelle est la dimension de la convergence dans les différents concepts? Et voilà, pensons aussi à l'anniversaire du traité d'Élysée, aussi d'Aix-la-Chapelle, et il y aura aussi certainement une réunion du Conseil des ministres franco-allemands. Voilà, je donne maintenant la parole à Léo. Léo, tu travailles pour le Spiegel à Paris et tu observes aussi les deux débats de près, surtout aussi le débat mené à Paris, comment est perçue l'Allemagne, comment tu vois les choses en la matière, quelle est la perspective française par rapport à l'Allemagne et voilà comment est-ce qu'on a perçu le fait que ce Conseil des ministres franco-allemands n'ait pas eu lieu en octobre, comment est-ce que perçu ce rapprochement qui a eu lieu récemment? Merci beaucoup. Tout d'abord, merci beaucoup de cette invitation à court terme. Donc, voilà. Si quelqu'un attendait Mathieu von Rohr, mon chef auprès du Spiegel, donc il s'excuse, il est malade et il m'a demandé d'être avec vous pour cette discussion à sa place. Donc, merci beaucoup. Donc, cet activisme, tel qu'il a été appelé par Hélène Kohl, oui, nous en prenons acte. Je pense que c'est l'expression d'une certaine mauvaise conscience de la part de l'Allemagne, vu qu'il y a eu ces problèmes en octobre et le président Macron a donc à juste titre fait dégénérer la situation, car il y avait donc vraiment un ralentissement depuis des mois, car normalement, ce Conseil des ministres franco-allemands aurait eu avoir lieu déjà en été, mais les choses n'ont pas avancé. Donc voilà, c'était donc une tentative et la preuve que le président Macron a voulu vraiment exprimer le fait qu'il ne soit pas content et cela a été perçu de cette manière à Berlin. Je pense que l'Allemagne et la France sont dans une situation de continuité en ce qui concerne leur façon d'agir. C'est quelque chose qui existe depuis des décennies. Et voilà, maintenant, il faut se poser la question de savoir si on peut encore se permettre d'agir de cette manière. Il est tout à fait normal que chaque pays représente ses intérêts nationaux et cette relation franco-allemande a toujours été marquée par une certaine méfiance et par une certaine incompréhension envers l'autre. Donc, c'est aussi un élément culturel. Donc, on ne comprend pas forcément ce que dit l'autre lorsqu'il dit quelque chose. Donc, il y a d'une part la façon de communiquer, mais d'autre part, on ne se comprend pas forcément. Donc, pour la politique en matière de défense, la France voulait toujours cette autonomie stratégique ou de la souveraineté européenne. Donc, c'est une tradition qui est quelque chose qui concerne aussi le président Macron. Et il y a toujours une préférence de l'Allemagne de justement ne pas être autonome en la matière, tout en se concentrant sur l'OTAN et sur les États-Unis. Et au moment où Olaf Scholz a annoncé ce changement d'époque, la Zeitenwende, en février,
Donc, on avait pour un certain moment l'espoir à Paris que cela voulait que ce cas est une sorte d'émancipation en la matière. Mais maintenant, les Allemands vont mettre en place un bouclier antimissile avec les États-Unis, avec l'Israël, et on voit que les Allemands achètent beaucoup d'armes des États-Unis. Donc voilà, c'est pas ce qu'on aurait souhaité. En France, il y a aussi toujours la réflexion française de la solidarité financière lorsqu'il y a des crises économiques, de la mutualisation des dettes et aussi d'une utilisation non égoïste de la possibilité économique de l'Allemagne. Donc, le double boom, c'est quelque chose qui n'a pas été apprécié. Et en Allemagne, on parle toujours du fait qu'il faut faire ses devoirs. Et voilà, c'est toujours quelque chose qu'on dit en Allemagne. Et lorsqu'on parle du SCAF, donc de cette coopération industrielle, donc cette dispute par rapport à des nouveaux projets n'est rien de nouveau. La mise en place d'Airbus était un processus très douloureux et maintenant, on y est arrivé. Et voilà, c'est un producteur d'avions civils maintenant. Je viens de parler à quelqu'un qui connaît très bien ce sujet. Il a dit Airbus, c'était une sorte d'accident. Donc, ce n'est pas si facile à reproduire. Et bien évidemment, cela est encore plus difficile avec un tel système d'avions de combat. C'est le système de défense aérienne. Et hier, les deux groupes concernés ont annoncé une première percée en la matière. C'est bien, mais je reste méfiant quand même par rapport à cela. Donc voilà, ce que je veux dire est la chose suivante. C'était toujours difficile entre la France et l'Allemagne. C'est toujours pénible, pour ainsi dire. Ce n'était jamais facile. Mais le problème est que le monde est en mutation et le danger se rapproche. Cela vaut pour la France et pour l'Allemagne et c'est un test de résistance plus ou moins. Et la France et l'Allemagne doivent quitter les sentiers habituels et apparemment c'est difficile pour la France et pour l'Allemagne. Et donc, d'une perspective française, on a l'impression que l'Allemagne est plus exposée à ce stress vu la guerre en Ukraine. Donc, l'Allemagne a dû changer son modèle à plusieurs égards, politique énergétique, politique commerciale, politique de défense. Et de la perspective française, Berlin semble avoir perdu de l'orientation d'une certaine manière. Un collègue français l'a dit de la manière suivante. Il a dit l'Allemagne est végétarienne et constate que les autres mangent de la viande tous autour d'elle. Et voilà, la réponse de l'Allemagne à tout cela n'est pas pour l'instant la France, c'est pas non plus l'Europe. Et le président Macron souhaiterait que la réponse s'exprimerait de cette manière. Et en ce qui concerne donc l'Europe, la situation est différente en France qu'en Allemagne. C'est un sujet qui fait référence à beaucoup de polémiques, on se pose des questions. Il y a aussi, on est aussi attaqué sur le plan politique si on est pro-européen en France. Ces derniers jours, ces derniers 15 jours, il y avait beaucoup de visites de ministres à Paris et certains de ces ministres disent aussi, oui, nous avons des choses plus urgentes à faire que de soigner les relations franco-allemandes. Et je pense que cela représente une erreur, car on part du principe en disant cela que la relation franco-allemande, que cette amitié franco-allemande est un acquis, quelque chose d'évident. Et moi, je pense plutôt à l'image du couple. Donc, si quelqu'un cesse de faire un effort et suivant une perspective, c'est l'Allemagne, on va s'arrêter, on va s'effondrer. Et cela est quelque chose qui est inadmissible car nous sommes une communauté de destin sur le même continent. Donc, voilà. Bien évidemment, l'Allemagne ne dit pas toujours oui, on va tout résoudre avec la France. Non, il y a aussi des raisons pour ne pas dire cela, car on a de temps en temps l'impression que le partenaire est appliqué sur le point économique. Il y a 15 ans, les revenus par tête étaient à peu près les mêmes. Maintenant,
il y a un grand écart. Donc, sur le plan politique, on ne peut pas non plus être vraiment sûr, car lorsqu'on parle de la défense, donc, est-ce qu'on peut confier sa défense à un pays qui va, d'ici 5 ans, probablement être gouverné par Marine Le Pen? Donc voilà, il faut tout d'abord créer une compréhension en la matière. Il y avait aussi Jacques Attali qui avait écrit un article et Jacques Attali a fait preuve d'un avertissement. Il a dit qu'une guerre entre la France et l'Allemagne était possible encore lors de ce siècle. Nous sommes en 2022 et je pense qu'il ne faut jamais partir du principe que tout va de soi. Pourquoi est-ce que je pense ainsi? Car les intérêts restent contradictoires entre la France et l'Allemagne. Cela vaut également pour les cultures et les personnes se détournent les unes des autres. Moi, j'habite depuis à peu près 10 ans en France et on ne devrait pas tout simplement veiller à la politique de haut niveau. Non, il faudrait voir quel est le nombre de contacts qui existent entre les sociétés. Et là, il y a une grande paralysie. Donc, il faut également veiller aux signes moins forts, pour ainsi dire. Il y a moins d'apprentissage de langue de partenaire, il y a moins d'échanges scolaires. Et voilà, je vais m'arrêter tout de suite. Et les grands médias allemands font moins de couverture de presse par rapport à ce qui se passe en France. Donc, il y a moins de contacts entre les deux pays. On apprend moins de l'autre pays. Et cette escalation ciblée du président Macron, qui est pro-européen, était vraiment ce qu'il fallait faire pour un petit peu changer les choses. Merci beaucoup, Léo. Vous avez abordé un grand nombre de points importants, notamment la pertinence pour l'Europe, la pertinence des débats nationaux pour l'Europe, de voir que cela n'est pas forcément une évidence au final. Il s'agit là d'un point extrêmement intéressant également, la question de savoir dans quelle mesure l'idée que la France et l'Allemagne sont des partenaires égaux, cela n'est peut-être plus vrai avec d'un côté la Zeitenwende, le changement d'époque, mais également en raison des changements économiques. J'aimerais revenir à ce qu'a dit Mérine, puisque le public nous a envoyé une question qui s'intéressait au point que tu as soulevé, Mérine, donc justement la question des coalitions internes en Allemagne. Nous avons vu que Habeck a rencontré le maire, Lindner avait également rencontré monsieur le maire. Et on a l'impression, c'est justement la question que pose l'un de nos participants, que la proximité entre le maire et le gouvernement français et Habeck et le Parti écologique allemand, donc il ne s'agit pas uniquement d'une industrie, d'une politique industrielle verte, mais qu'il s'agit là de déclarations communes concernant l'intégration. On n'a pas forcément constaté là un grand nombre de points communs. Donc, est-ce qu'il est important de différencier au sein de la coalition entre les différents partis? Est-ce que cela empêche peut-être également une coopération plus forte entre la France et l'Allemagne? Hélène, j'aimerais avoir ton avis également là-dessus, mais comme Mérine avait abordé ce point-là, j'aimerais tout d'abord avoir sa réaction. Je crois dépend de la perspective de ce qui est bon pour la France et ce qui n'est pas forcément bon pour la France. Cela dépend de la place qu'on occupe sur l'échiquier politique. Vous avez évoqué Monsieur le maire et effectivement, il a pu être accueilli par des représentants de certains partis. Il ne s'agit pas là d'une politique de diviser pour mieux régner. Il ne s'agit pas non plus d'affaiblir la coalition. Mais la question qui se pose, c'est de savoir si Bruno Le Maire souhaite s'engager davantage ou il souhaite plutôt coopérer avec un partenaire plutôt que l'autre. Il s'agit là donc d'une stratégie de négociation et donc c'est de voir comment on sélectionne justement à ce niveau-là entre les perdants et les vainqueurs. Je pense que cette première année de coalition a montré qu'elle est capable de naviguer en eau trouble et de faire face à des crises et qu'il y a effectivement des différences par rapport à la grande coalition qui dirigeait par le passé l'Allemagne. Il me semble que les Verts, et notamment Robert Habeck, ont montré
qu'ils peuvent défendre une politique économique. Et il s'agit là d'un atout important et un atout de la coalition par rapport au seuil des 5%. On voit que de grandes discussions sont menées pour voir si le parti FDP sera maintenu au Parlement au futur ou pas. Si l'on regarde le contexte national, on voit qu'on travaille avant tout avec les personnes en qui on a confiance. Cela est clair également au sein d'une coalition. Il y a différentes possibilités d'échanger de manière plus informelle. Et il s'agit là d'une nouvelle dynamique qui a été lancée par cette nouvelle coalition. Cela rend la situation plus difficile et je crois qu'il n'est pas forcément intéressant de comparer les coalitions entre elles. Les coalitions sont différentes et je pense qu'il s'agit là d'une stratégie de gestion des risques assez risquée, puisqu'on voit clairement que Bruno Le Maire et Robert Habeck sont une belle illustration pour montrer que la France pourrait se jeter, s'emparer des faiblesses de la coalition. Donc, on constate effectivement ce problème. Effectivement, hier et aujourd'hui, il y avait une petite blague qui circulait qui disait est-ce qu'on n'est pas dans une situation un petit peu schizophrène, d'une personnalité divisée? Et les interlocuteurs avaient cette petite plaisanterie de savoir tu parles de qui? Tu parles de la coalition allemande, ou tu parles du couple franco-allemand, ou tu parles même de la réponse seule de Berlin, etc. Donc il y a effectivement cette possibilité d'avoir deux axes. Alors, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que au moment de la mise en place du gouvernement, il y a 1 an exactement, et quand on a su qu'il y aurait cette division entre les Verts récupérant ce ministère de l'économie et du climat avec Habeck, et puis le FDP, les libéraux récupérant les finances, il y a eu un petit peu, ça a donné lieu d'ailleurs à certaines tensions ici, ça a été sans doute un des points compliqués de la mise en place de la coalition. On a beaucoup souligné, nous, journalistes français ou écrivains pour les médias français, que Habeck arrivait à ce grand ministère de l'économie avec une équipe qui avait une forte colonne vertébrale franco-allemande, avec 2 secrétaires d'État, Sven Giegold, Franziska Brantner, qui parlent français, qui ont un intérêt pour la France, qui connaissent les partenaires français, etc. Peut-être qu'il y avait là beaucoup d'attentes. On s'est dit, ah c'est bon, au moins dans ce ministère-là, on aura des gens qui nous connaissent, avec lesquels on aura une bonne base de travail. Il s'est retrouvé qu'on a finalement réalisé qu'avec la guerre en Ukraine, il y avait des décisions à prendre au niveau du ministère de l'économie, notamment pour l'achat de gaz, etc. Et finalement, on a eu une politique, voilà, il y avait des attentes de politique intérieure de la part de ce ministère. Et finalement, on a vu M. Habeck acheter du gaz à très haut prix sur les marchés ces derniers mois, parce que c'était ce qu'on attendait ici. Et peut-être qu'il y avait une sorte de malentendu, parce qu'on s'est dit, nous, les Français, quand il est arrivé au pouvoir, c'est un vert, il est sur cette ligne plus française que Lindner, c'est une bonne chose, avec lui dans l'équipe, il y a des gens qui nous comprennent, etc. Et les Verts étaient dans l'opposition pendant 16 ans, là ils sont au pouvoir, il y a une forme de réalisme, et ils sont au pouvoir au nom d'un ministre allemand, reste un ministre allemand. C'est Olaf Scholz qui avait dit ça quand il était arrivé au pouvoir en tant que ministre des Finances, ici avec la dernière grande coalition d'Angela Merkel. Il y avait eu là, et je pointe cet exemple parce que Bruno Le Maire était déjà le ministre français de l'économie et des finances. Il y avait là des grandes attentes côté français en disant « Ah, enfin, Schäuble s'en va, la ligne dure de la CDU aux finances allemandes quitte le ministère. On a Olaf Scholz qui arrive, un social-démocrate, peut-être plus sur notre liste. » Et Olaf Scholz avait tout de suite douché les attentes des partenaires français en disant clairement, lors d'un déplacement dans un grand sommet international, un ministre allemand reste un ministre allemand, avant tout. Et donc, du coup, pour revenir à votre question, Bruno Le Maire, il a cette expérience-là. Il sait qu'il a eu déjà travaillé avec Scholz et Altmaier du temps de la coalition. Ça a pu coincer dans un premier temps avec Scholz, puis ça s'est décoincé avec le Covid, mais il y avait la possibilité de travailler avec Altmaier sur les questions économiques. Je pense que cette division peut-être au sein de la coalition n'est pas foncièrement un problème tant qu'on a une ligne très claire au plus haut niveau. Et c'est peut-être ce qui a manqué pour les Français ces derniers mois, c'était de se dire, mais finalement, tout en haut à la chancellerie, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut être plutôt avec Habeck? Est-ce qu'on veut plutôt être avec Lindner? Quels sont les arbitrages qui seront faits au plus haut niveau? Et je reviens à ce que je disais sur les mots qui sont utilisés.
On a eu dans le discours de la Zeitenwende, donc au mois de février, ce fameux discours du tournant historique prononcé par Scholz au Bundestag, l'utilisation de mots très clairs qui ont pu d'ailleurs vraiment plaire à Paris et dans d'autres capitales, avec une prise de conscience profonde de ce qu'il y avait un grand changement à opérer. Il y a aussi le discours de Prague sur l'Europe. Mais derrière, on se retrouve 9-10 mois plus tard et on se dit concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et que veut dire Scholz à ce moment-là? Et je crois que c'est ça qu'il a fallu, qui a causé problème. Et je te rejoins assez, Léo, sur le sens que Paris a sans doute eu raison un peu de brusquer en disant concrètement, qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce qu'on fait? Entre nous, la presse a beaucoup jasé sur ce report de Conseil des ministres. Et moi, je dois dire que la date approchait et je me disais, on va encore avoir une photo de famille et on ne sait toujours pas ce qu'ils voudront. Et ce n'est pas moi qui me serais retrouvée à attendre toute la journée à Fontainebleau, c'est toi, Léo, sans doute, qui aurais attendu là en disant, mais derrière, qu'est-ce que je fais comme papier? Qu'est-ce que je ressors de cette rencontre? Et finalement, le fait de dire, OK, ben on n'est pas capable de savoir précisément où on va, on attend un petit peu. Moi, personnellement, ça ne m'inquiète pas outre mesure, mais il ne faut pas non plus que ça traîne trop longtemps. Il est temps que les choses évoluent. Un des participants l'a dit aujourd'hui. On verra en fait dans 2 mois, au moment des célébrations du traité de l'Élysée, les 60 ans, si on a des choses concrètes, là on pourra dire que finalement le couple franco-allemand a fonctionné. Ce qu'on entend aujourd'hui, c'est que tout va bien, Madame la Marquise. Nous, la presse, on a un peu le rôle du méchant. On l'a un peu entendu d'ailleurs ces derniers jours. Oui, mais vous critiquez beaucoup, vous peignez tout en noir. Oui, mais concrètement, vous faites quoi? Et je crois que là, ça dépend vraiment du haut niveau et de la volonté politique. Ja, herzlichen Dank. Merci beaucoup. Oui, alors les attentes par rapport à la sphère politique, c'est également l'une des questions de l'un de nos participants, la question de la politique énergétique, nous l'avons évoqué. Il y a 15 ans, Jacques Delors avait dit que le fait qu'on ait négligé l'énergie dans la question du marché unique avait été une grande erreur et qu'il aurait fallu se rendre compte bien plus tôt que l'énergie, la question de la sécurité énergétique est l'une des missions de l'Union européenne. Il avait parlé d'une union de l'énergie et avait réclamé justement une telle union. Il est intéressant de voir que justement cette question de la politique énergétique est remise à l'ordre du jour en raison de la guerre et de l'augmentation des prix et les solutions nationales qui ont été adoptées entre-temps sont opposées. Donc, la dépendance à l'énergie nucléaire, d'autres approches en termes de tarification. Donc, on voit que cela rend la situation plus difficile. Ce qui a été intéressant par rapport aux échanges d'aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'il y a un rapprochement si l'on regarde les ordres du jour, ou en tout cas, c'est la perception que l'on en a. Mais la question qui se pose, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut traduire ce rapprochement des ordres du jour en projets concrets. Et l'un des sujets qui a été évoqué très calmement, c'est la question des investissements verts et de l'accompagnement en termes de politique industrielle avec justement une promotion de cette transition, de ce passage aux énergies renouvelables. Donc, on voit qu'il y a là différentes perspectives qui se confrontent. On a l'impression que les Français sont plus prêts à mettre en place une politique industrielle mercantile, tandis que les Allemands souhaitent plutôt renforcer le droit de la concurrence. Léo, est-ce que tu partages cette observation, cette appréciation, ou est-ce que tu penses que l'on pourrait se rapprocher à ce niveau-là? Marine a tout à l'heure parlé de la loi américaine pour la réduction de l'inflation. Donc, on a vu que lorsqu'il y a une pression qui vient de l'extérieur, cela peut entraîner justement une certaine convergence. Quel est ton point de vue là-dessus? Malheureusement, le microphone n'est pas allumé. Pardon. Lorsqu'on prend en compte la politique énergétique et si on prend également en compte la flambée de l'inflation, on doit en effet constater de la perspective française qu'il est décevant qu'il n'y ait pas de plafonnement du prix de gaz. Donc, je ne sais pas d'où vient, pour revenir l'optimisme, ce que je vois est la chose suivante. En politique énergétique, les deux pays sont assez figés par rapport à leurs traditions
Donc, il est impressionnant de voir avec quelle rapidité M. Habeck ait remplacé la Russie par le Qatar, le mix énergétique est quelque chose qu'on ne peut pas changer au cours de 6 mois. Et je suis surpris par rapport aux Français par le fait suivant. La moitié des réacteurs est toujours hors service. Et voilà, il y a aussi des coupures contrôlées qui auront lieu cet hiver. Et apparemment, mais quand même en question les choses, la France a inauguré son premier parc éolien en mer en septembre, le premier parc éolien en mer qui existe en France, à peu près 30 ans après le Danemark. Et je n'ai pas l'impression que la politique industrielle se rapproche, ou les deux politiques se rapprochent des unes des autres, mais quand même, on voit un certain pragmatisme. Scholz, Macron et Elisabeth Borne ont pu mettre en place un accord par rapport à l'aide mutuelle en matière d'approvisionnement en énergie. Voilà, on va approvisionner l'autre en l'énergie dont l'autre pays a besoin. Donc, les Français envoient déjà du gaz vers l'Allemagne et l'Allemagne va mettre à disposition de l'électricité produite sur la base de l'énergie éolienne aux Français. Voilà, c'est pragmatique, c'est quelque chose que je salue. Mais en ce qui concerne cette politique énergétique, je ne pense pas qu'il y ait des changements qui se produisent et c'est assez surprenant vu toute cette pression qui est exercée sur les décideurs en la matière. Je vais revenir à une autre question franco-allemande. Est-ce que la France et l'Allemagne sont aussi à l'avenir le moteur pour les décisions européennes? Et là, je reviens à une question qui vient du public. Comment est-ce que les choses changent autour de ce moteur franco-allemand? Donc, prenons par exemple ce papier commun des Néerlandais et des Espagnols. Myrène, tu avais dit qu'il y avait par le passé souvent, les Allemands qui avaient dit que c'était les Néerlandais qui voulaient faire quelque chose pour expliquer les choses. Comment est-ce que les constellations changent autour des relations franco-allemandes? Et un autre facteur très important est aussi l'Europe de l'Est. Lorsqu'on regarde vers l'Europe de l'Est, il faut constater que la crise en Ukraine a renforcé cette perspective vers l'Est. Et moi, j'ai l'impression que les Français font preuve un petit peu de méfiance par rapport au fait que les Allemands pourraient s'orienter davantage en direction de l'Europe de l'Est. Mais on sous-estime peut-être aussi qu'il y a aussi une ambiance assez négative par rapport à l'Allemagne en Europe de l'Est. Donc voilà, cela va peut-être aussi avoir une répercussion sur cette stratégie allemande. Mais Meren, comment est-ce que tu perçois cela? Donc, toute cette constellation autour de la France, de l'Allemagne, aussi la réaction de l'Allemagne par rapport à ce qui se passe. Voilà, je vais revenir à 2 points. La période entre 2018 et 2020 nous a montré quelle est la valeur quelle est la valeur des relations entre les petits pays. Mais j'aimerais insister sur un point. Donc, il y a des pays comme l'Irlande, la Grande-Bretagne, les pays scandinaves et les pays baltes où il peut avoir des forces qui vont à l'encontre de ce moteur franco-allemand. Et les Allemands vont à ce moment-là faire preuve de leur pouvoir budgétaire. Mais en ce qui concerne ces alliances, il faut dire qu'ils sont assez dynamiques, elles ne sont pas figées, cela dépend toujours du sujet. Et à l'heure actuelle, beaucoup de pays ont compris qu'il fallait rassembler ses forces diplomatiques pour être plus couronnés de succès. Mais cela peut être utile en ce qui concerne une union bancaire, mais cela
n'a pas forcément des répercussions sur d'autres domaines comme l'élargissement de l'Union européenne, par exemple. Donc, ce moteur franco-allemand est nécessaire, mais n'est pas suffisant. Mais vu ce moteur franco-allemand, d'autres pays essayent d'avoir des alliés et font preuve de créativité en cherchant ces alliés. Il y a par exemple des pays de l'Europe de l'Est qui coopèrent avec des pays scandinaves et cela joue un grand rôle dans la diplomatie de l'Union européenne. Et un deuxième point, donc il s'agit des relations franco-allemandes, mais en même temps, j'aimerais dire que le progrès en Europe est quelque chose qui s'éloigne de ce cœur franco-allemand. Donc, lorsqu'on parle de l'avancement de l'Union européenne, on ne prend pas toujours la perspective franco-allemande. Il faut aussi parler des frontières de l'Union européenne, car le centre de gravité va vers l'Est et la Pologne va jouer un rôle central en la matière. La Pologne est un pays membre très grand, très important sur le plan économique. Lorsqu'on prend en compte l'Hongrie qui s'est isolée sur le plan politique. Donc, ces prochaines années, on ne va plus tout simplement parler des relations franco-allemandes, peut-être aussi du triangle de Weimar. Cela pourrait être une perspective qu'on pourra prendre pour regarder vers l'avenir. Donc, je parle de l'Allemagne, de la France et de la Pologne, donc de ce triangle. Et voilà, de cette manière, on pourrait peut-être façonner l'avenir de l'Europe et on pourrait en profiter pour être couronné de succès. La Pologne a ces derniers temps eu des relations très difficiles avec l'Allemagne, aussi la France a eu quelques problèmes par rapport à certains sujets, surtout en ce qui concerne l'énergie nucléaire. En Europe de l'Est, il y a aussi des alliances très conservatrices qui critiquent souvent la politique de l'Union européenne. Donc, il faut trouver une possibilité pour faire de la politique constructive au niveau européen. Nous devons faire en sorte que les relations franco-allemandes puissent être reflétées aussi en Europe de l'Est. Et la Pologne va être centrale en la matière. Peut-être y aura-t-il à l'avenir aussi des partenaires plus fiables comme Donald Tusk, par exemple, mais nous avons besoin d'une façon d'agir lorsqu'il s'agit de coopérer avec des partenaires de l'Europe de l'Est qui sont plutôt critiques, car sur le plan sécuritaire, ils vont être très importants. Il y a maintenant des possibilités de prendre au sérieux ses partenaires et j'espère que cela veut également dire que les relations franco-allemandes puissent être concernées par cela. Mais cela peut être un progrès dans un nouveau modèle de l'Union européenne qui est différent par rapport à sa situation après la guerre froide. Merci beaucoup, Mérine, mais j'aimerais, avant de clore, encore parler d'un autre sujet qui a été mentionné par notre public, ce sont les règles fiscales. Et j'aimerais revenir à ce qu'a dit déjà Léo. Donc, il y a aussi des perspectives différentes en la matière, mais aussi des points de départ différents par rapport à ce sujet. Et lors des discussions que nous avons menées hier et aujourd'hui, nous en avons parlé. Nous avons également parlé de l'endettement, des niveaux d'endettement très élevés qui sont liés à des dépenses de l'État très importantes, aussi vu la pandémie. Donc, cela d'une part, et d'autre part, il y a aussi des investissements qui vont être nécessaires et cela concerne également les sociétés. Donc, la question est la suivante. Le niveau d'endettement de la France est plus élevé et d'autre part, nous avons l'Allemagne avec un niveau d'endettement moins élevé et qui se concentre de manière traditionnelle sur des règles plutôt strictes. Dans la mise en œuvre, ce n'est pas forcément
possible. Les Allemands ne se sont pas toujours imposés au sein du Conseil en la matière. Donc, comment est-ce qu'on peut structurer ce débat? Si on regarde de l'extérieur, on a l'impression qu'on ne veut pas trop en parler, qu'on essaye peut-être d'en parler derrière les coulisses. Est-ce que vous avez davantage d'informations? Quelle est votre perception? Est-ce qu'on mène des entretiens en la matière? Est-ce que c'est un flanc ouvert ou est-ce qu'on va tomber d'accord sur certains aspects dans cet axe franco-allemand? Léo et Hélène, peut-être vous pourriez vous exprimer en la matière. Nous sommes dans un stade encore précoce. En ce moment, on tâtonne un petit peu par rapport à ce sujet. Bien évidemment, on va arriver à un accord. C'est un sujet plutôt technique dans un premier temps et l'Allemagne a déjà perdu le combat contre les dettes, pour ainsi dire. Maintenant, il s'agit de trouver un nouveau pacte qui est adapté à la réalité. Hélène? Je reviens aussi un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est qu'est-ce que veut l'Allemagne derrière ces mots, en fait, derrière ces paroles. Et c'est un peu vraiment l'impression que j'ai eue ici, c'est qu'on a beaucoup de mots, alors dans les discours officiels, mais aussi ici dans des cadres plus informels, etc. Et derrière, c'est qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'on a comme fait réel? Et là, typiquement, ce qu'on a, c'est que l'Allemagne, officiellement, par la voix de son ministre fédéral des Finances, dit qu'elle va revenir à la règle du frein à la dette, qu'elle pense que c'est une bonne chose au niveau européen que tout le monde fasse des efforts de nouveau. Donc, on reviendrait à la doctrine allemande d'il y a quelques années. Et en même temps, l'Allemagne crée des fonds parallèles elle se fabrique ses propres budgets parallèles pour sa défense, ce fameux fonds spécial de 100 milliards d'euros, pour là le double boom, on pourrait dire en français, de 200 milliards. Donc il y a un côté là aussi de schizophrénie. C'est quoi en fait la ligne de l'Allemagne? Et c'est un peu ce qu'on a souvent reproché depuis pas mal de temps aux Allemands, c'est de dire mais qu'est-ce que vous voulez réellement? C'est bien de dire que vous n'êtes pas d'accord, mais dites-nous ce que vous voulez. Et ce flou, je pense que sur ces questions-là, pour l'instant, il n'est pas levé. Super, vielen Dank. Merci, merci beaucoup. Nous allons maintenant clore notre discussion. J'ai beaucoup appris de vous et je pense qu'une chose est devenue très claire dans l'histoire de ce moteur franco-allemand. Il y a toujours eu des problèmes. Donc, il y avait toujours des moments où ce moteur n'a pas très bien fonctionné. Et nous, les experts, les observateurs, nous avons peut-être toujours l'impression à idéaliser les choses. On a toujours l'impression que les choses ont mieux fonctionné auparavant. Mais bien évidemment, ces bons moments montrent que beaucoup de choses sont possibles, mais ce n'est pas forcément la normalité. Et un autre aspect qui est également très important et qui a apparu dans beaucoup de vos contributions. Donc, la chose la plus importante est cet échange entre les deux pays. Derrière les coulisses, il faut créer des forums dans lesquels on peut atteindre des convergences par rapport aux actions. Et en même temps, il faut peut-être aussi veiller un petit peu de compréhension en France par rapport à ce processus de réflexion par rapport au changement d'époque qui a lieu en Allemagne. Et en même temps, il faudrait peut-être aussi veiller à certaines compréhensions en Allemagne qu'il faut expliquer les choses aux Français, qu'il faut expliquer de quoi il s'agit lors de ce processus de réflexion. Et Henrik Interling, qui était la personne qui a inventé ces dialogues, aurait beaucoup aimé suivre ces discussions. Nous lui avons pensé à lui hier soir et Franziska Brandner a encore insisté sur le fait que c'était lui qui était très intéressé en tant que personne par l'autre pays et qui était aussi quelqu'un qui a toujours organisé de tels échanges, de tels entretiens et qui a donc joué un rôle très important dans ce contexte. Merci beaucoup. C'était un grand choix de coopérer avec vous aussi en 3 langues, mener cet entretien en 3 langues. Je vous souhaite donc un très bon week-end, ce premier week-end de décembre et je
me réjouis d'observer davantage les choses et j'espère que nous allons avoir des résultats concrets d'ici janvier, février. Merci beaucoup.